Donc, chers téléspectateurs, j'ai le plaisir d'accueillir avec nous M. Alfred Camus-Djasnan, rédacteur en chef du magazine Shari Logon. Bonsoir, M. Alfred. Bonsoir. Et merci infiniment d'être avec nous aujourd'hui. On a beaucoup à parler. En fait, les thèmes sont très lourds, les thèmes qui ont été abordés lors de ce 28e sommet africain. Commençons déjà par l'importance. Pourquoi dit-on et lit-on sur tous les sites et lit-on dans les journaux que ce sommet était historique? Le 28e sommet africain à Addis Abeba. Pour moi, c'est un grand plaisir de m'avoir invité ce soir de venir parler du sommet d'Addis Abeba. Bon, c'est un sommet vraiment historique parce qu'il y a eu la participation des grands pays comme le Maroc qui a décidé de regagner l'Afrique, donc regagner l'Union africaine. Donc c'est quelque chose de positif. D'accord. Et si on parlait, le thème essentiel qu'on avait également pu lire dans les journaux était la dividende, ou plutôt la croissance démographique et comment investir en Afrique cette croissance démographique chez les jeunes surtout. Aujourd'hui, par exemple, en Égypte, le chef de l'État Abdel Fattah el-Sisi, il a tenu à maintes reprises à réaffirmer que la génération ou l'avenir, c'est la jeunesse. Comment ce phénomène ou comment la jeunesse est-elle aujourd'hui perçue dans la plupart des pays africains, bien que la plupart de l'Afrique soit toujours un pays en voie de développement et non pas des pays développés ou sous-développés? Bon, parce que vous savez, c'est pas seulement en Afrique, dans le monde entier, quand un pays veut vraiment se développer, il va falloir qu'il investisse massivement dans la jeunesse. Parce qu'en investissant massivement dans la jeunesse, on peut vraiment avoir confiance. Confiance parce que c'est les jeunes qui représentent l'avenir d'un pays et l'avenir d'un continent. Donc moi je trouve que c'est normal parce que le nouveau président de l'Union africaine, M. Alpha Condé, il a dit que sous son mandat, il préférerait que son mandat, ça soit signé sous le seuil de la jeunesse, l'entrepreneuriat et le développement. Aussi dans le domaine de l'emploi, créer de l'emploi pour pouvoir vraiment appuyer les jeunes. Parce qu'une fois que les jeunes finissent l'étude, il va falloir les trouver de l'emploi. Donc moi, je trouve que c'est normal, c'est quelque chose de normal. C'est normal, d'accord. Parmi les thèmes qui ont été, premièrement, on va parler de plusieurs thèmes, qui ont été abordés. On va parler de l'intégration du Maroc après 32 ans d'absence et tout. On va parler, un principal thème, c'est la lutte contre le terrorisme. Aujourd'hui, avec la nouvelle élection du ministre tchadien, des Affaires étrangères, du ministre des Affaires, oui, exactement. Oui. On parlait du rôle actif que le Tchad a joué dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. C'est un thème certainement qui a été abordé. Et, plusieurs fois, mais bon, ça revient toujours dans la... Comment aujourd'hui, vous, en tant que journaliste, comment vous abordez le thème du terrorisme, le financement du terrorisme et comment les pays africains font face, et surtout face à ces grands groupes, par exemple, comme Boko Haram ou les autres pays africains qui sont menacés par le terrorisme, y compris l'Égypte? Bon, vous savez, le phénomène du terrorisme, d'abord, il faut chercher la source. Il faut chercher. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que, vous voyez, qu'est-ce qui fait que les jeunes s'adonnent dans ce domaine de la terreur, vous voyez? Parce que il va falloir vraiment bien éduquer. Il faut de l'éducation. Il faut vraiment bien éduquer les enfants. Parce que si les enfants ne sont pas bien éduqués, et une fois fini leur cursus, il va falloir vraiment les trouver du boulot. S'ils ne trouvent pas du boulot, vous voyez, par exemple, les radicaux, qu'est-ce qu'ils font? Ils approchent ces jeunes et ils essaient de les convaincre à leur façon, vous voyez, avec de l'argent. Et ces jeunes s'adonnent parce qu'ils ne trouvent pas de l'emploi. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il va falloir regagner l'autre camp de la terreur. Et c'est un camp qui amène toujours des problèmes dans des pays, des attentats, et ainsi de suite. Vous pensez que l'enseignement et l'éducation sont une des principales causes de la formation, entre guillemets, des mentalités? La formation, il faut accompagner aussi. La formation avec l'accompagnement. Il va falloir accompagner les jeunes.
Oui. Il ne faut pas seulement former et laisser. Parce qu'il y a, cela même pas 2 jours, il y a eu des jeunes, par exemple chez nous, qui ont brûlé leur diplôme. Oui, parce qu'ils ont compris vers la fin que, voilà, à la fin de leur cursus, ils ne trouvent pas de l'emploi. Et pour créer de l'emploi, il faut vraiment chercher à industrialiser l'Afrique. Oui. Ouais, pour créer beaucoup plus de l'emploi. D'accord. Industrialiser l'Afrique est un des thèmes aussi qui avait été évoqué lors du sommet du G20 Ouais. par le président chinois lorsque le sommet du G20 était tenu là-bas. Un des principaux thèmes était l'industrialisation de l'Afrique. Aujourd'hui, les efforts sont déployés de la part des majorités des pays africains en vue de cette industrialisation qui intervient aussi dans le cadre du programme de développement durable des pays africains. Quels sont les principaux pas ou les principaux points ou les articles surtout qui ont été discutés lors du sommet africain quant à ce sens, l'industrialisation de l'Afrique? Bon, lors de ce sommet, ils n'ont pas parlé de ça. Oui. Ils n'ont pas parlé de l'industrialisation. Mais de développement durable plutôt, oui, du d'énergie. développement durable, autrement dit, bon, sous-entendu, bon, on peut dire qu'il y a une partie réservée à l'industrialisation. Mais pour industrialiser d'abord le continent, il faut que nos États soient des États souverains. Vous voyez? Oui. Et on n'a seulement que quelques États en Afrique qui sont souverains. Ouais, mais il y a des États qui sont encore sous le joug du colon encore, de l'ancien colon, vous voyez? Oui. Donc il va falloir maintenant, parce que pour industrialiser l'Afrique, c'est la guerre. C'est la guerre. Il va falloir faire la guerre pour industrialiser l'Afrique. Parce que l'Afrique a beaucoup de matières premières. Et ces matières premières, une fois que l'Afrique va réussir à industrialiser ces pays dans l'ensemble, croyez-moi, ce qui est sûr, beaucoup de matières premières ne vont pas sortir de l'Afrique. Il va falloir vraiment les transformer à l'intérieur de l'Afrique. Vous voyez? Oui, mais donc ça, vous connaissez déjà, il y a beaucoup de grands pays qui viennent en Afrique. Oui, pour l'investissement, oui. Un des points qui ont été évoqués aussi par la Banque de développement africain, c'est concernant le fonctionnement de l'Union africaine et le financement de l'Union africaine. Il avait proposé d'imposer des taxes, environ 20% sur les importations africaines et que ces taxes reviennent au trésor de l'Union africaine. Est-ce que ce sujet, à par hasard, a-t-il été abordé ou pas durant... Bon, ils n'ont pas abordé ce sujet parce que c'est un vieux sujet déjà. Oui. Bon, parce qu'à l'époque où l'ex-président de l'Union africaine, Robert Mugabe, il a parlé de ça. Oui. Mais bon, c'est comme si les autres chefs d'État n'ont pas... pris vraiment ça en considération parce que c'était le seul moyen qui pouvait permettre à l'Union même, l'Union africaine, d'être vraiment indépendant. Parce que l'Union africaine dépend en grande partie des contributions extérieures qui venaient, bon, on peut citer par exemple l'aide de l'Union européenne pour financer l'Union africaine. Pourtant, c'est pas normal. Pourtant, il y a beaucoup d'investisseurs on est étrangers en Afrique. 54 États avec des grands pays. Avec des grands pays, on est 54 États. Oui. Et donc... Et avec toutes ces matières premières, on est 54 États. On n'arrive pas vraiment à se financer pour défendre notre Union africaine. On n'arrive pas à se financer pour pouvoir vraiment lutter contre le terrorisme. À chaque fois, on court pour aller... D'accord. On va s'arrêter quelques instants. Nous avons un appel en ligne avec nous des États-Unis, l'expert en économie, Monsieur Gamil Badra. Bonsoir, Monsieur Gamil, vous m'entendez? Monsieur Gamil, vous m'entendez? Oui, je vous écoute. Oui, bonsoir, Monsieur Gamil. Oui, c'est Andrea? Oui, oui. Ah, ok, ça va. Monsieur Gamil, en fait, docteur Gamil, pardon, je suis en compagnie ce soir. J'ai le plaisir de recevoir avec nous Monsieur Alfred Camus-Jasna, qui est rédacteur en chef du magazine Charlie Lobogne. Et on parlait justement de l'importance du 8e sommet africain, avec cette immense participation de plusieurs chefs d'État et de chefs de gouvernement. Mais votre intervention intervient juste au moment où on parlait du financement
de l'Union africaine et jusqu'à quand l'Union africaine va-t-elle dépendre des contributions extérieures? Votre opinion, s'il vous plaît. Oui, d'abord, avant de donner mon opinion, j'aimerais dire bonsoir à votre invité. Et j'aimerais peut-être rappeler, les chers téléspectateurs, du rôle de l'Égypte pour les pays africains qui a commencé dès de l'année 1950 et 1960, quand l'Égypte était la source d'inspiration pour plusieurs pays africains pour obtenir leur indépendance. Et c'est de là que les pays africains reconnaissent le rôle de l'Égypte, que l'Égypte a joué, ça fait plus de 30-40 ans, et aujourd'hui le rôle que l'Égypte devrait jouer pour assumer sa responsabilité régionale avec les relations, dans les relations avec les pays africains. Nos relations sont basées sur des accords bilatéraux que nous avons. Ces accords sont basés sur, ou bien incluent les domaines de coopération dans l'éducation, dans la santé, dans la construction, l'infrastructure, technologie aussi. Et nous continuerons toujours à assumer notre rôle pour les pays africains. Justement, Monsieur Gamil, en fait, durant les conférences, les points de presse communs ou les communiqués communs qui ont été publiés et diffusés lors des rencontres bilatérales du chef de l'État Abdel Fattah el-Sisi avec le président soudanais, avec également le Premier ministre éthiopien, et la plupart des pays africains, lors de ce sommet, ont mis l'accent sur le retour très remarquable de l'Égypte et surtout les relations qui ont repris une grande ampleur spectaculaire entre l'Égypte et l'Éthiopie. Ils ont salué aussi le retour du rôle important de l'Égypte sur la scène africaine et aussi sur la scène régionale. Absolument, je suis tout à fait d'accord. Nous avons suivi, le monde entier a suivi comment était la réception, la rencontre entre notre chef président Abdel Fattah el-Sisi et le Premier ministre éthiopien pour éliminer tout soupçon que ces relations étaient en panne pour un certain moment. Je crois que ce serait un nouveau point de départ. Nos relations bilatérales et nos accords bilatéraux avec les pays de l'Afrique de l'Est par la COMESA sont en marche et seront un bon signe pour l'avenir, pour une meilleure coopération avec ces pays et avec d'autres pays, avec l'Ouganda, avec d'autres pays africains sûrement. Ce que j'aimerais peut-être dire ici concernant le financement, ça c'était votre question. Oui. Le financement est une chose très importante. Si nous regardons par exemple l'Union européenne, l'Union européenne est basée sur le financement de la part de différents pays, des 28 pays qui sont membres de l'Union européenne. On peut s'inspirer du même système que cette Union européenne suit. Les pays africains doivent chacun devrait contribuer selon le côté financier, selon les richesses que les pays possèdent pour essayer de maintenir en bonne forme cette union africaine. L'Union africaine a besoin de la participation de chaque pays selon ses moyens pour essayer de continuer et de vraiment répandre cet esprit de coopération entre tous les pays. Oui, Monsieur Gamil, en ce sens, en fait, le chef de l'État Abdel Fattah el-Sisi, lors de son allocution ou son discours aujourd'hui, ou ce matin plutôt, il a majoritairement parlé surtout du défi du changement climatique, affirmant que les pays, appelant plutôt les pays à contribuer, à aider, à donner plus de soutien, de support aux pays africains, alors que les pays africains sont les pays les moins qui sont la cause de ces changements climatiques ou de l'augmentation des gaz à effet de serre. Sans transfert de technologie et sans vraiment une contribution directe. Comment aujourd'hui, vous avez parlé du rôle de l'Union européenne. Aujourd'hui, les pays européens, les pays les plus polluants sont les pays européens et pas les pays africains. Quel est le rôle aujourd'hui en ce sens ? Ça, c'est une belle question. Vous savez qu'il y a eu à Paris, ça fait 14 mois, en décembre 2015, une réunion qui avait rassemblé un peu plus que 190 pays du monde entier pour voir ce problème de changement climatique. Le rôle des pays africains est énorme ici parce que la vraie raison de
ce changement climatique provient des pays industriels, les États-Unis, la Chine, les pays européens. Mais si on regarde les pays africains, je crois que ce serait plutôt un rôle de citoyen, beaucoup plus qu'un rôle de gouvernement. Mais les gouvernements dans les pays industriels devraient prendre des mesures nécessaires pour essayer de réduire ces gaz à serre, le dioxyde de carbone, la vapeur d'eau, qui cause ce chauffement, ce réchauffement de la couche gazeuse autour de la Terre. Mais il y a deux rôles. Là, il faut distinguer le rôle du gouvernement et le rôle du citoyen. Alors, le rôle du citoyen peut inclure, par exemple, comment utiliser le moyen de communication, utiliser des voitures qui consomment des carburants, comment planter un arbre devant chaque maison. Ce sont des petites choses que le citoyen devrait être réalisé pour qu'il puisse prendre son rôle à l'égard. Je crois que les pays africains, du point de vue gouvernement, n'ont pas grand-chose à faire, parce que si on regarde les 50 pays, un peu plus que 50 pays africains, ce que les émissions industrielles proviennent de ce continent, comparé à un pays comme la Chine, comme les pays européens, comme les États-Unis, l'Amérique du Nord, c'est une toute petite fraction. Alors je crois que là, dans ce rôle, les pays industriels ont plus de responsabilités. D'accord. En tout cas, l'Égypte, aujourd'hui, elle a présenté son dernier rapport, puisque l'Égypte a présidé en fait, le comité africain comme premier lors de la conférence sur le climat à Paris qui a été tenue. L'Égypte a présenté aujourd'hui ses recommandations également et les efforts qui ont été déployés surtout par la plupart des pays africains et membres de ce comité. Merci infiniment, Monsieur Gamil Badra. Vous êtes expert en économie. Espérons vous revoir très bientôt en Égypte. Merci et passez une très bonne journée. Merci. Voilà, donc je reviens donc à une des questions. On a un peu changé, on a parlé terrorisme, on a parlé... Donc le terrorisme a été un des thèmes qui a été abordé. Oui. Aujourd'hui, vous pensez en tant que journaliste et en tant que même citoyen que la plupart des pays africains sont conscients de l'importance de la lutte contre du danger. Et est-ce que aussi le résultat de l'élection du ministre tchadien des Affaires étrangères est un résultat finalement, puisque le Tchad a joué un rôle clé en fait dans ce domaine? Bon, c'est une élection, bon, pas mal, bon, ça a été pas mal contesté, mais bon, on ne peut pas, du moment où le Tchad a appuyé l'armée française au Mali pour pouvoir vraiment chercher à ramener la paix au Mali en chassant les terroristes qui voulaient vraiment s'emparer de Bamako. Donc c'est déjà quelque chose parce que le Tchad a fait beaucoup d'efforts dans ce domaine de la lutte contre le terrorisme. Que ce soit au niveau du Cameroun, que ce soit au niveau du Nigeria, le Tchad a combattu les terroristes. Et c'est le seul pays actuellement dans cette sous-région-là capable d'affronter les terroristes et vraiment de les mettre en déroute. Donc c'est une élection positive. On peut quand même apporter du soutien par rapport à ça. D'accord. Vous, en tant que journaliste, votre magazine, par exemple, est un magazine surtout basé sur les événements courants, sur ce sommet. Quels sont les thèmes les plus influents qui ont... Bon, le thème qui va beaucoup plus marquer notre rédaction, c'est l'entrepreneuriat et la jeunesse. Oui, l'entrepreneuriat et la jeunesse, parce que à travers l'entrepreneuriat, on peut vraiment accompagner les jeunes qui ont déjà fini leur cursus, vous voyez, leur cursus après le diplôme. Il va falloir les accompagner, les aider à créer de l'emploi. Vous voyez, à travers les micro-entreprises. Vous voyez, c'est très important après la fin des études. Donc, c'est ce domaine qui va beaucoup plus nous intéresser. Et parallèlement, on va aussi parler de l'éducation. Parce qu'il va falloir vraiment parler de l'éducation pour pouvoir chercher à véhiculer le message à nos lecteurs. Voilà. D'accord. On avait cité tout à l'heure, en fait, maintenant on va parler surtout du rôle de l'Égypte. Monsieur Gamil Badra, qui était en ligne avec nous, il a parlé d'un rôle pivotal de l'Égypte sur la scène africaine. Et aussi, on a lu beaucoup d'articles qui mettent l'accent ou mettent en exergue surtout le retour de l'Égypte et la transformation des relations, un retour spectaculaire en fait entre les relations qui étaient tendues avant l'arrivée du chef de l'État, Abdel Fattah el-Sisi, entre le Premier ministre éthiopien et entre l'Égypte. Aujourd'hui, on voit
un rôle, l'Égypte, non seulement en tant qu'acteur dans la région, mais dans le domaine des changements climatiques, dans le domaine de la lutte contre le terrorisme. L'accord africain qui a été signé en fait et auquel a signé aussi le chef de l'État Abdel Fattah el-Sisi. Donc, parlons du premier thème. Cet accord africain a été signé pour la lutte contre le terrorisme et la lutte contre la corruption. Comment vous voyez les perspectives de cet accord? Bon, moi, à mon niveau, j'ai vu l'acte du chef de l'État, Abdel Fattah el-Sisi, une fois qu'il avait gagné les élections, il avait dit que l'Égypte doit retourner en Afrique. Donc, c'est presque tous les Africains qui étaient contents parce que l'Égypte, c'est un grand pays. En Afrique, là-bas, quand on parle de l'Égypte, que ce soit même les petits-enfants connaissent très, très bien l'Égypte. Ils peuvent même aller représenter l'Égypte dans la carte, dans le globe. Ils connaissent où est située l'Égypte. Ils connaissent très bien l'histoire de l'Égypte. Donc, l'Égypte, il y a eu, avec les anciens présidents, ils se sont beaucoup plus focalisés vers l'Occident, mais avec Sisi, les Africains ont quand même l'espoir parce qu'il a décidé à travers ses communications, à travers ses voyages, sa première visite était en Algérie, il était aussi en Guinée équatoriale, donc en Éthiopie, en revenant par le Soudan et tout ça, ça a laissé des bons signaux. Et les Africains sont prêts parce que l'Égypte a beaucoup à donner et parce que l'Égypte a beaucoup d'expériences, que ce soit dans le domaine de la technologie, que ce soit dans le domaine de l'industrialisation, parce qu'il y a aussi... l'Égypte fabrique pas mal de choses ici, on voit parce qu'on le vit. Donc, que ce soit dans le domaine de l'agriculture, vous voyez, parce que l'Égypte est à moitié presque désertique aussi. Oui, justement, vous venez juste de signaler, M. Alfred, que les différentes visites du chef de l'État Abdel Fattah el-Sisi en Afrique, aujourd'hui on a remarqué en lisant plutôt les communiqués qui ont été diffusés, les rencontres bilatérales. Le président a rencontré le président du Congo-Brazzaville, zambien, tanzanien, Premier ministre éthiopien. Et dans chaque communiqué, on remarque surtout à mettre l'accent sur plus de visites mutuelles de la part des deux chefs d'État ou de la part des deux responsables. Donc ces visites nous donnent un signe d'espoir vers plus d'efforts, d'ouverture. Voilà. Que l'Égypte s'ouvre vraiment vers l'Afrique. Et pour l'Afrique aussi, c'est un signe qui représente quoi? Pour l'Afrique, c'est un signe de soulagement parce que pour les Africains, pour un Africain d'abord, quand il voit l'Égypte, avec l'Égypte, ils peuvent faire beaucoup de choses. Parce qu'ils peuvent bénéficier de beaucoup des expériences de l'Égypte pour pouvoir vraiment chercher à sortir la tête de l'eau. Vous voyez? Donc, parce que nos pays, là, il leur manque beaucoup de techniques encore. Il leur manque beaucoup de domaines à développer. Il y a des domaines inexploités. Donc, avec l'arrivée de l'Égypte, avec l'Égypte qui s'ouvre vers l'Afrique, donc ces pays-là peuvent en profiter. Et c'est ce qui va même jeter maintenant les jalons pour que certains pays qui ne sont pas vraiment jusque-là, en 2017, indépendants, ils peuvent maintenant prendre leur indépendance avec le support diplomatique. Ça doit presque dans tous les domaines. C'est ce que je crois. On parle aussi d'un des thèmes qui est fermement soutenu par l'Égypte et son président Abdel Fattah el-Sisi concernant la création d'une zone de libre-échange africaine. On n'a pas assez d'informations concernant ce thème, mais je pense que des accords ont été signés en ce sens où des efforts sont plutôt... Mais il y avait quelques pays qui étaient un peu encore réticents. Parce que vous savez très bien qu'en Afrique, il y a plusieurs zones. Il y a les zones monétaires, il existe plusieurs. Donc, surtout l'Afrique centrale ne s'est pas beaucoup plus adhérer à ce traité-là.
Parce que là-bas, d'abord en Afrique centrale, ils sont là dans le piège de la monnaie franc CFA, qui est d'ailleurs contestée par la grande majorité des Africains, oui. Parce que c'est une monnaie qui n'aide pas vraiment ces pays de la zone francophone à s'émerger. Vous voyez? Et donc c'est ce qui fait que ces chefs d'État ou bien ces pays, non pas, ils ne voulaient pas entrer dans ces traités de libre-échange, mais le problème est qu'ils ont aussi des pressions. De la part d'autres pays africains? Oui, non, pas, ils n'ont pas de pression des pays occidentaux qui font des pressions sur eux parce que à travers le franc CFA, ces pays occidentaux tirent leur profit à travers ça. Oui. Vous voyez? Quels sont les avantages de la création on ne peut pas imaginer que pendant plus de 50 ans, oui. Plus de 10 quelques pays africains n'arrivent pas à avoir leur propre monnaie. Leur monnaie imprimée ailleurs. Non, c'est pas normal. Et est-ce que la création d'une telle zone peut-elle être un premier pas? Et moi, je lance un appel à tous ces pays africains de la zone franc CFA de rejoindre ces traités-là de libre-échange et de l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique du Nord. Voilà. Donc c'est un traité qui va vraiment donner une force vraiment à l'Afrique. Si la CEMAC, la zone économique monétaire de l'Afrique centrale, rejoint ces lots-là. D'accord. On va revenir donc à ce thème. On va parler également du développement durable, mais de suite, on va suivre un commentaire sur le retour, la réintégration du Maroc, en fait, au sein de l'Union africaine et comment le roi du Maroc est-il arrivé justement pour participer finalement, après 32 ans d'absence depuis 1984 de l'Union africaine. Aujourd'hui, ce sommet est dit aussi historique pour le retour du Maroc au sein de l'Union africaine. Ma collègue Ayachel et Shamsenami vous invitent à suivre ce commentaire et nous revenons de suite avec M. Alfred pour parler du retour du Maroc et quels sont les pays qui étaient un peu opposés et les pays pour ce retour. 33 ans après son départ, le Maroc est revenu dans la grande maison africaine. Lundi, c'était un jour historique. Les chefs d'État de l'Union africaine ont décidé de réintégrer le Maroc lors d'un sommet à Addis Abeba en Éthiopie. Le pays avait quitté l'organisation continentale en 1984 pour marquer son désaccord sur le dossier du Sahara occidental. Le Maroc, qui revendique la souveraineté sur ce territoire, avait protesté contre l'admission de la République arabe sahraoui démocratique autoproclamée en 1976 par le Front Polisario, qui réclame l'indépendance du Sahara occidental. Du côté des organisations internationales, la République sahraoui démocratique proclamée n'est reconnue que par l'Union africaine. Selon le président du Sénégal et le ministre des Affaires étrangères sahraoui, 39 chefs d'État sur 54 pays ne sont pas prononcés pour le retour du Maroc au sein de l'Union africaine. Dès juillet, le Maroc avait annoncé sa volonté de réintégrer l'organisation. Le roi Mohamed VI, présent à Addis Abeba, a multiplié ces derniers mois les visites officielles pour convaincre les chefs d'État africains. La demande du Maroc a toutefois suscité l'opposition des soutiens de la République arabe sahraoui démocratique. 12 pays, dont plusieurs poids lourds du continent, comme le Nigeria, l'Algérie ou l'Afrique du Sud, ont tenté de s'opposer à la réadmission, car il estime que le Maroc occupe une partie de territoire d'un État membre en référence au Sahara occidental. Le débat à huis clos entre les chefs d'État a très vite tourné en faveur du royaume. D'accord, donc on va reprendre ce thème, Monsieur Alfred, le retour, la réintégration du Maroc au sein de l'Union africaine. Oui. Pourquoi, à votre avis, cette décision de la part du Maroc après 32 ans d'absence? Mais parce que c'est normal que le Maroc revienne dans la case, voilà. Parce que la case de l'Afrique, parce que c'est un pays qui est en Afrique. Et il n'est pas normal que le Maroc se retire de l'Union africaine pour tout de bon, non. Il va falloir retourner maintenant vers l'Afrique. Et pour pouvoir gagner beaucoup plus de confiance
des autres pays africains, il va falloir que le Maroc s'intègre, regagne l'Union africaine. Parce qu'on a vu à travers pas mal de voyages du roi, à travers l'Afrique, il a voyagé, que ce soit au Sénégal, vous voyez, au Rwanda et tout cela, pour signer des partenariats. Il va falloir que le Maroc regagne l'Afrique. D'accord. Ouais, pour encourager ce qu'on appelle la coopération sud-sud. D'accord. Oui, c'est très important pour ça. D'accord. On va s'arrêter quelques instants, Monsieur Alfred. On a en ligne avec nous professeur Dr Amr Hamed. Bonsoir. Dr Amr, vous m'entendez? Dr Amr, bonsoir. Vous m'entendez bien? Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Dr Amr, avant de suivre un commentaire sur le retour du Maroc au sein de l'Union africaine, je parlais avec Monsieur Alfred, notre invité ce soir, concernant l'importance de la création de la zone de libre-échange africaine, une initiative qui est soutenue fermement par l'Égypte. Vos explications, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît? La question, c'est l'initiative de la création de la zone de libre-échange africaine, une initiative soutenue fermement par l'Égypte. Vos explications? Alors, si vous voulez, l'Égypte, du point de vue historique, a un rôle qui est très important pour l'Afrique en général. Pour expliquer ça, l'Égypte, depuis, disons, cinquantaine d'années, était comme l'Amérique pour le reste du monde. Les Africains regardaient à l'Égypte comme le monde regardait à l'Amérique. Mais comme vous le savez, pendant les 10 ou 15 années, ou même peut-être vingtaine d'années passées, ce rôle a changé un peu. Alors maintenant, c'est le temps pour l'Égypte de jouer un rôle de leader économique, encore une fois, pour les pays africains en général. Une initiative comme cette initiative est très importante et notre rôle, comme, encore une fois, comme leader, est très critique pour le futur des liaisons économiques des pays africains. Pour ajouter encore un point qui est très important, la location même de l'Égypte entre les trois continents, l'Europe, l'Afrique et l'Asie, facilite le rôle de l'Égypte comme une liaison économique et commerciale entre les pays africains et l'Europe et entre les pays africains et l'Asie aussi. Ça, c'est un angle. Un autre angle très important, c'est les liaisons commerciaux, terrestriels et maritimes aussi, entre tous les pays africains et le reste du monde, si vous voulez. D'accord. Docteur Amr, si on parle d'un autre point économique aussi qui a été évoqué certainement lors de ce 28e sommet de l'Union africaine, c'est le financement de l'Union africaine et sa dépendance sur les contributions extérieures. Votre avis, s'il vous plaît? Ok. C'est un point qui est un peu sensible ou sensitive un peu parce que le rôle du point de vue financement, c'est un jeu de bras de fer ces jours-ci entre l'Israël et les pays arabes en Afrique. Alors, l'Israël d'un côté et de l'autre côté les pays arabes, notamment l'Égypte, on joue maintenant un jeu de bras de fer. Parce que comme vous le savez, on a déjà un problème du front Polisario qui est financé par Israël. De l'autre côté, on a si vous voulez, un problème ou bien un défi à propos de nos relations avec l'Éthiopie pour le barrage de l'Éthiopie. Et on sache très bien que le financement du barrage prend part de l'Israël aussi. Docteur Amr, on parlait, avant de parler du financement, en fait, plusieurs chefs d'État et de gouvernement, ils ont mis l'accent sur le fonctionnement même de l'Union africaine. Laissons le financement de côté. Parlons du fonctionnement de l'Union africaine. On a également
parler. Aujourd'hui, on a lu plusieurs, les derniers résultats concernant les élections. Le nouveau, comme on a cité tout à l'heure avec notre invité, on a parlé de l'élection du ministre tchadien des Affaires étrangères qui préside... comme le président de la Commission de l'Union africaine. Le président de la Commission, justement, européenne et aussi le président... Et le président de l'Union africaine, c'est le Guinéen Alpha... Donc, le sommet s'est axé surtout sur le fonctionnement de l'Union africaine. On voit une action assez rapide au sein de l'Union africaine pour son fonctionnement. Bon, je n'ai pas entendu le commencement du programme, mais c'est en grande relation aussi parce que le problème, c'est que l'Égypte doit, encore une fois, jouer un rôle par occuper ses chefs stratégiques dans ces organisations africaines. Mais il faut toujours se rappeler qu'Israël joue un rôle dans l'économie même, avec des pays qui sont membres dans ces organisations. Du fonctionnement de l'Union africaine, je ne parle pas des rôles. Je parle du fonctionnement de la structure hiérarchique de l'Union africaine. Avec ces nouvelles élections du nouveau président en exercice de l'Union africaine, avec le nouveau président de la Commission africaine qui joue également un rôle clé concernant comment se font les travaux des comités, surtout dans plusieurs dossiers qui ont été évoqués. Alors quelle est la question maintenant ? La question, je parle du fonctionnement de l'Union africaine. Les nouvelles élections avec le président guinéen en tête, l'exercice qui est président de l'Union africaine aujourd'hui. La nouvelle élection du ministre tchadien des Affaires étrangères qui est président de la Commission africaine. Vous n'avez pas remarqué une action très rapide au sein de l'Union africaine quant à ces changements? Avec ces changements? Oui, mais encore une fois, parce qu'il y a 2 ou 3 positions qui sont très importantes dans ces organisations qui seront occupées par des Égyptiens. Ces Égyptiens doivent être soutenus par le gouvernement égyptien du point de vue économique, si vous voulez, et commercial. D'accord. Merci infiniment, Dr Amr Hamed. Vous êtes professeur en économie. Merci infiniment. Voilà, donc on retourne donc à la question du Maroc aujourd'hui. La décision apparemment a été accueillie vite. Oui, je crois que beaucoup de pays ont accepté, je crois, au total, sur 54 États, 39 étaient pour que le Maroc regagne. Donc le Maroc a regagné l'Union africaine. D'accord. On va parler du discours finalement du chef de l'État Abdel Fattah el-Sisi. On avait affirmé que le discours a été surtout axé sur les changements climatiques. On a, je pense, parlé aussi avec notre invité en ligne, M. Gamil Badra, que les pays africains étaient les pays les moins polluants. Les efforts qui ont été fermement déployés en fait par le comité africain qui a été formé en fait après l'accord de Paris, après la conférence sur le climat à Paris. Bon, à ce niveau, on peut souligner que voilà, comme l'autre collègue avait signalé, que beaucoup de pays africains ne polluent pas trop l'environnement. Et pourtant, quand on parle de l'Europe, que ce soit de la Chine ou bien les États-Unis, ce sont des grands pays pollueurs. Donc il revient maintenant à eux, de beaucoup plus s'impliquer dans ce programme-là afin de vraiment chercher les voies et les moyens pour pouvoir réduire maintenant le degré de pollution. Et en fait, Monsieur Alfred, le chef de l'État Abdel Fattah el-Sisi, il a également, lors de son discours, il a parlé de l'action qui devrait être prise concernant la production de l'énergie renouvelable. Et qu'il avait en fait articulé 2 points très importants concernant cette production avec des chiffres aussi. Il a parlé d'une énergie renouvelable en Afrique qui pourrait produire jusqu'à 2020-30 gigawatts et jusqu'en 2030 300 gigawatts. Cette énergie renouvelable, ce dossier, ce thème, à votre avis, vous êtes journaliste, vous suivez certainement les détails les plus petits en fait. Oui, bon, en parlant de l'énergie renouvelable, il va falloir, c'est beaucoup plus, c'est un projet qu'il faut vraiment encourager en Afrique parce que avec ce projet, beaucoup des Africains peuvent avoir accès à cette énergie-là
qui va les permettre aussi d'avoir accès sur certains domaines de développement. Oui. Mais il va falloir que l'Égypte, ou bien avec la politique du chef d'État, Abdel Fattah al-Sisi, qu'il se rapproche beaucoup plus de certains pays africains pour qu'ils puissent s'impliquer dans ce domaine-là. Mais je crois que dans le domaine de l'énergie renouvelable, beaucoup de pays de l'Afrique de l'Ouest et même le Maroc, ils sont beaucoup plus avancés dans ce domaine. L'énergie renouvelable. Oui. D'accord. Ouais. On parlait d'énergie renouvelable, on parle donc aussi de la rencontre du chef de l'État, Abdel Fattah al-Sisi, non seulement avec les chefs d'État des autres pays, mais je vais m'arrêter sur sa rencontre, c'est pour parler avec le Premier ministre éthiopien. Ils ont parlé du barrage, implicitement ou explicitement, ils ont parlé du droit de chaque pays de préserver son droit, sa part, sa quota dans l'eau. Et apparemment, ils sont convenus tous les deux, après surtout la rencontre tripartite avec le Soudan, et que chacun aujourd'hui est très confiant de garder sa part concernant l'eau après ce grand barrage de la Renaissance, qui est pour l'Afrique aussi un barrage qui devra le barrage du millénaire, comme on le nomme. Oui. Bon, parlant du rencontre de Sisi avec le Premier ministre éthiopien, bon, c'est une bonne chose parce que, vous voyez, quand on parle de l'Égypte et l'Éthiopie, ce sont des grands pays qui sont à l'équivalence en nombre de population. Donc, que ce soit en Égypte, l'Égypte a beaucoup de population. Et vous êtes en train d'avoisiner déjà les 100 millions. Donc, tout comme l'Éthiopie. Donc il va falloir que, même si l'Éthiopie va finir la construction du barrage, il va falloir qu'elle pense quand même à l'Égypte. Elle pense à trouver une solution. Mais là n'est pas encore le problème. Le problème est que ce qui, dans le passé, avait suggéré quelques mécontentements. C'était avant l'arrivée du chef de l'État. Oui, avant l'arrivée du chef d'État, avec aujourd'hui, la presse, elle parle d'un retour, que les deux pays aujourd'hui enregistrent un retour spectaculaire dans les relations. En fait. Oui, je comprends là à ce niveau. Mais avant, c'était, bon, il y avait eu quelques ingérences étrangères dans ce dossier du barrage. Mais bon, avec mais le communiqué la diplomatie, que tout est déjà normal. Justement, les deux pays ça c'est grâce à la partie de Sisi. Donc, c'est par rapport à ça, parce qu'il s'est déployé pour pouvoir trouver un terrain d'entente avec l'Éthiopie. Donc, c'est déjà encouragé. C'est très encourageant. Voilà. D'accord. Et je reviens à un autre point aussi très important. Selon les communiqués aussi, c'est l'entente, l'intégrité. Ils ont parlé aussi du dossier de la Libye, je pense, avec le président du Congo-Brazzaville. Oui, l'Égypte avec aussi Denis Sassou Nguesso. Voilà. Et comment vous voyez aujourd'hui, vous êtes journaliste bien sûr, vous suivez certainement le dossier libyen. Le chef de l'État, il a mis l'accent sur l'importance de toujours préserver l'unité, la souveraineté de la Libye et surtout le droit de la population libyenne. En Afrique, la Libye représente... Bon, la Libye, après Gaddafi, vous voyez, avec les terroristes qui ont envahi la Libye et tout ça, vous voyez, il va falloir vraiment remettre l'ordre. Et l'ordre viendra d'où? Ça doit venir des pays voisins de la Libye. Et autrement dit, l'Égypte, parce que l'Égypte est un grand pays de frontière avec la Libye. Donc voilà, avec la politique du chef de l'État, Sisi. Et je crois qu'il va falloir que l'Égypte appuie, parce que l'homme fort de la Libye, je crois, c'est le maréchal Khalifa Haftar. Il va falloir que l'Égypte soutienne cet homme-là, parce que quand on parle de la Libye, pour remettre l'ordre, pour faire face maintenant à ce terrorisme,
qui a vraiment contaminé toutes les régions de la Libye. Il va falloir que l'Égypte et ses pays voisins, comme soit le Tchad, que ce soit la Tunisie ou soit le Niger, soutiennent le général, ou non, je m'excuse, le maréchal Haftar, pour qu'il puisse donner un signe d'espoir aux Libyens. Parce qu'il y a beaucoup de Libyens qui sont maintenant en dehors de la Libye, qui espèrent un jour retourner en Libye, voir leur pays fonctionner comme avant. Voilà. Oui. Très brièvement, Monsieur Alfred, avant malheureusement d'arriver à la fin de l'émission, comment vous pouvez nous... une phrase, comment vous pouvez décrire au fait ce 28e sommet africain? À part qu'il était historique, bien sûr, avec le retour du Maroc, avec les efforts des pays à mon avis, c'est un grand sommet. En un mot, je peux dire que c'est un sommet de l'espoir. L'espoir. Oui, parce que avec le retour du Maroc à l'Union africaine, ça donne déjà l'espoir. Et avec aussi la passation de service du président de l'Union africaine, Idriss Déby Itno, au nouveau président entrant, le président Alpha Condé, et lui qui est aussi, il y a pas mal de cela, même pas 2 ou 3 semaines, il a réussi à convaincre M. Yahya Jammeh à quitter le pouvoir pour laisser la Gambie dans la quiétude. Donc moi je vois que c'est déjà quelque chose de bien. Donc je crois que les choses démarrent bien. Donc on peut espérer voir dans les jours à venir que les choses vont bien. D'accord. En Afrique. Inch'Allah. D'accord. En tout cas, Monsieur Alfred Camus Djassana. Oui, c'est Alfred Camus Djassana. Vous êtes fondateur et rédacteur en chef du magazine Charil Logon. Charil Logon, oui. Merci infiniment d'avoir assisté aujourd'hui avec nous à cette émission de direct. Merci, c'était un plaisir pour moi. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Merci à nos invités qui étaient en ligne, Monsieur Gamil Badr, expert en économie, Monsieur professeur Dr Amr Hamed, professeur d'économie. Je vous laisse de suite avec un thème très différent, celui du sommet historique, en fait, du sommet de l'Union africaine. On va parler de Trump et cette crise constitutionnelle, en fait. Je vous laisse suivre ce commentaire de nos collègues Shamsenem et AHL. Pourquoi il n'a fallu que 8 jours, en fait, pour Donald Trump pour plonger les États-Unis dans cette nouvelle crise constitutionnelle, puisque son texte qui a été signé vendredi, il a été donc contesté par la justice fédérale. Voilà, AHL et Shamsenem, merci à tous et on vous donne rendez-vous demain avec une nouvelle équipe de Direct. Au revoir.